La question des jeunes générations au travail est une question cruciale pour le développement des entreprises. C'est un sujet pleinement à la mode dans une France qui vieillit, pour une population qui vieillit sans incapacité, et donc c'est un enjeu majeur, un levier de transformation des organisations. Pour autant, il convient de se méfier des idées vite reçues. J'ai, dans nos enquêtes, tendance à dire qu'il y a des jeunes chez les jeunes. Et j'ai beaucoup de vigilance ou de réticence par rapport à un effet d'étiquetage qui consisterait à parler de génération Y. Car on en oublierait en fait les conditions de vie, les trajectoires sociales et la très grande diversité de cette population. Un exemple, on dit que c'est une population internationale. On dit que c'est une population qui a tendance à saisir des opportunités à l'international très tôt, très vite, et à prendre des avions pour aller en dehors de France. Il faut toujours rappeler que le système, par exemple Erasmus, c'est un pourcentage faible d'une classe d'âge, 4 à 5%, et que pour partir s'intégrer à l'étranger, il faut des ressources. Attention donc aux idées reçues et attention aux effets d'étiquetage, en entreprise particulièrement, quand on intègre quelqu'un et on veut que cette personne ressemble tout à fait à l'idée qu'on s'en fait avant même de l'avoir rencontré. Par exemple, ne pas confondre la notion de classe d'âge, 18-30 ans, généralement attribuée à la notion de Y, on entend parler de génération Y, 18-30 ans, la classe d'âge et la génération. En effet, la condition d'âge n'a jamais créé une égalité, l'âge n'a jamais créé une égalité des conditions. Et donc, quand on évoque la notion de génération Y, il faut se méfier, car vous pouvez avoir au sein d'une même classe d'âge une très grande différence de conditions. Et donc, il s'agit absolument de réhabiliter la dimension sociale. Par exemple, 20 ans dans les années 60 en France, c'est peut-être profiter de l'État-providence, de la reconstruction du pays, mais si vous êtes dans un bassin d'emploi touché par la crise, eh bien vous n'êtes en rien un privilégié de quoi que ce soit. Donc méfions-nous d'abord des idées reçues, et puis explorons cette génération supposée Y qui, par ses comportements, ses attitudes, par peut-être même ses valeurs, aurait finalement des manières de faire qui étonneraient des personnes plus âgées. Certains démographes, certaines personnes expertes dans le domaine de la santé nous disent aujourd'hui qu'en France, une petite fille qui naît dans une maternité a une chance sur 2 d'être centenaire. C'est donc que la société française pourrait vivre une coexistence intergénérationnelle. Alors précisons un petit peu les choses. La génération Y, il y a plusieurs clés au trousseau. La première, c'est qu'on dit que c'est une génération qui vit une quotidienneté de l'usage des technologies, et donc les écouteurs dessinent un Y. Ça, c'est la première clé, le dessin et l'usage des technologies. La deuxième clé, en fait, elle découle d'une génération qu'il y a une vingtaine d'années, on a baptisé la génération X, donc des quarantenaires. Si les Y se situent dans une classe d'âge parfaitement biseau, hein, parfaitement, je dirais, c'est une convention, 18-30 ans pour les Y, on a tendance à dire que les X se situeraient dans une classe d'âge 31-45. Alors en France, on le raccroche à quoi? On le raccroche à 1989, le passage du bipolaire, le rapport Est-Ouest, au multipolaire. La chute du mur de Berlin est souvent citée par ces personnes qui ont entre 31 et 45 ans comme l'événement historique majeur qui les a le plus marqués. Puis après, vous avez comme ça, en grand marqueur historique, une expression qui a fait florès, qui a connu du succès. On a parlé des baby boomers et on les a raccrochés aussi souvent par économie de mots, à l'événement historique majeur qui était mai 68, le renouveau de certaines méthodes d'éducation, la contestation aussi des grands systèmes porteurs de sens, l'armée, l'école, l'église, revisitées dans des fondamentaux traditionnels, hiérarchiques, pyramidaux. Et donc vous auriez cette coexistence, je dis vous auriez car on peut avoir un âge biologique et se situer évidemment dans ses représentations, ses valeurs, dans des catégories culturelles qui ne sont pas de son âge en quelque sorte. Ça, c'est très important de le dire. On a déjà l'émergence d'une génération qu'on s'empresse de baptiser la génération Z, ou Millennium, c'est-à-dire ce sont des personnes qui seraient nées dans les années 2000. Et toute la question, c'est ont-ils, du point de vue des valeurs, des représentations, des attitudes, eh bien plus de différences, en termes donc liés à leur âge, que des personnes qui auraient un âge bien plus élevé. Donc la question c'est celle-ci. Y a-t-il l'influence plus forte de l'âge ou d'une classe sociale? Évidemment les deux. Et on est multidimensionnel dans nos façons de faire. Et ça c'est un point très très important. La France d'aujourd'hui serait une France où coexisteraient comme ça plusieurs façons de faire et plusieurs manières de penser en quelque sorte. Le rapport à l'engagement, le rapport au travail et puis tout simplement les trajectoires de vie qu'on construit.
Alors si on essaye de caractériser cette jeune génération, que pour ma part j'ai tendance à appeler une génération mosaïque. Elle va être dans une culture du « et », associant parfois ce qui me semble à moi paradoxal, plutôt que dans une culture du « ou », où on s'oppose en s'opposant. Eh bien, cette génération mosaïque qui, par exemple, dans un écran d'ordinateur, alors que moi je suis dans une situation à faire passer un écran puis un autre, eh bien, on s'aperçoit que dans nos bureaux, dans nos ateliers de fabrication, dans nos entités de production, on a parfois des jeunes qui ont des écrans dans l'écran. Et donc, une première idée, moi, qui me vient à l'esprit, c'est peut-être que pour une large majorité de ces jeunes, ils ont un rapport au temps que je vous propose d'appeler simultané. Ce sont des gens qui vont peut-être avoir tendance à faire coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique. Et tout de suite, on peut s'apercevoir que ce n'est pas simplement une question d'âge. Combien de fois on est dans une réunion et puis les personnes sont avec vous, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Première caractéristique, donc, un temps simultané. On fait coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique. On connaît les écrits d'un homme qui a bien plus de 20 ans et qui a vécu plusieurs vies formidables, Michel Serres. Il a écrit un livre en fait sur ce nouveau comportement. Son livre s'appelle Petite Poussette, mais Petite Poussette avec un C. Ce sont des gens qui changent le monde en changeant d'écran avec leur pouce. Bien ça, je pense que c'est intéressant à penser vraiment dans les organisations. Changer d'écran avec son pouce, on est dans un monde de l'écran, de la matrice technologique, où on effleure. Moi, j'ai plutôt tendance à venir d'un monde dans lequel on confronte, on cogne les cyclistes, on cogne les billes. Et là, vous avez peut-être un rapport au temps différent. Moi, je suis un homme qui a été éduqué dans un rapport au temps linéaire. On m'a toujours dit que le temps se perdait, donc il fallait que je me dépêche pour courir après le temps. Séquentiel, qui m'invitait parfois à valoriser le passé et à pas forcément en fait considérer le futur comme quelque chose de souhaitable. Première donc caractéristique, à mon avis, à explorer de manière très concrète dans le management, un rapport au temps plus simultané. Deuxième caractéristique, le questionnement. On sait que cette génération Y, une des clés, Y, W-H-Y, on nous dit que c'est une génération qui questionne. Je crois que c'est assez juste. Pour ceux qui en ont les ressources, pour ceux qui en ont les moyens, elle questionne sur le sens, le cap. Pourquoi est-on là? Quelle est la stratégie de l'organisation? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Le cap et le cadre. Ça, je crois que c'est une dimension importante. On veut comprendre à la fois l'étoile et on veut comprendre le chemin. Et on reste si on apprend à apprendre. Ça, je crois que c'est une caractéristique aussi très importante de comportements qui peuvent nous étonner, mais qui sont, à mon avis, au final féconds. On veut avoir un cadre de compréhension des situations. Le cap et le cadre, apprendre, apprendre à apprendre. Du coup, beaucoup de ces jeunes considèrent en fait des plus anciens comme des maillons d'une chaîne du savoir ou comme des maillons d'une chaîne, d'un réseau professionnel dans lequel ils sont amenés à co-construire leurs projets. Et ça, je crois que c'est une préoccupation pour nous tous. Comment les aider à avoir ce cap, le sens, et comment les aider à avoir ce chemin, apprendre à apprendre. Troisième caractéristique, on nous dit pour certains d'entre eux qu'ils votent avec leurs pieds. Voter avec ses pieds, c'est avoir peut-être un rapport à l'entreprise différent. Les promesses d'un modèle qui nous embauchait jeunes, qui nous faisait grandir, nous formait et qui nous amenait très loin dans une carrière professionnelle, ces promesses-là n'ont pas toujours été tenues. Et beaucoup de ces jeunes sont dans un rapport au travail plus temporaire, dans lequel en fait on va parfois choisir un modèle d'employabilité ou subir un modèle d'employabilité. Et donc le rapport à l'entreprise, et même peut-être à la gestion des carrières, va être d'une autre nature. Beaucoup de ces jeunes ont évolué, sont nés, ont grandi dans des familles autres que nucléaires. Un papa, une maman. Et a eu chez eux en fait plusieurs sources d'autorité légitime. Et j'emploie souvent l'expression d'archipel. Ce sont des personnes qui vont faire des ponts, des liens et des correspondances entre plusieurs mondes. C'est donc une intelligence de circulation entre plusieurs sources d'autorité légitime. Et ça m'apparaît quelque chose d'important que je vous propose en fait de caractériser par l'idée d'archipel relationnel. Pour un homme comme moi, dans ma jeunesse, on m'a expliqué en fait que les amis étaient les amis et les collègues étaient les collègues. Et ensuite, quand je me suis retrouvé en situation professionnelle, d'animer des équipes, d'être DRH tout simplement, d'organisation, j'avais tendance à marquer une coupure très stricte entre la sphère de l'intime, la sphère personnelle, la sphère amicale et la sphère professionnelle.
Là, je pense qu'on peut cerner un point de différence avec certains jeunes dans certaines situations. Pour eux, un collègue est supposé être assez vite un ami. On lui pose des questions sur des choses qui, moi, m'apparaissaient ou m'apparaissent du ressort de l'intime. Ses orientations politiques, sa façon de percevoir le futur, des questions sur sa rémunération. Jamais j'aurais questionné un collègue sur son salaire. Et un collègue peut être un ami, c'est-à-dire qu'on peut faire du business avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Là, vous avez, de mon point de vue, quelque chose d'extrêmement intéressant à analyser et qui questionne à la fois le rapport à l'intime, le rapport à la sphère personnelle, mais plus largement le rapport à l'engagement. Et puis aussi le rapport à l'argent. Moi, je viens d'un monde pétri peut-être par l'idée qu'il ne faut pas faire état ni de sa réussite, ni même en fait du niveau de vie que la société nous accorde en nous versant un salaire. Il faut donc conserver pour soi. Aujourd'hui, dans beaucoup de situations concrètes, managériales, il y a beaucoup de personnes qui me disent « les bonnes années, on a la chance de donner une augmentation qui nous semble intéressante. Cette personne jeune en âge sort de mon bureau et à ce moment-là, elle va se jauger en communauté choisie, c'est-à-dire qu'elle va dire à des personnes qu'elle estime intéressantes « voilà ce qu'on m'a accordé, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est un élément de reconnaissance ?» Et cette génération polytribale, elle nous invite aussi, à mon avis, à penser les ressorts de motivation, les ressorts de l'engagement, un nouveau rapport au temps et, à mon avis, elle enchevêtre les sphères. Pour elle, souvent, ce qui est social, pour moi, c'est intime. Et pour moi, ce qui est intime, pour elle, ça a tendance à être social quand c'est relayé sur les réseaux sociaux. C'est cette confrontation des représentations au temps, à l'idée qu'on se fait de communauté choisie, et peut-être même à la sphère de l'intime, que je vous propose d'appeler à la fois intergénérationnelle, mais elle nous questionne plus amplement sur l'idée que nous nous faisons de ce qui est juste, vrai et légitime dans nos sociétés.